Bonjour Olivier Lallieu, vous êtes historien, spécialiste de la mémoire de la déportation, tout en étant responsable au Mémorial de la Shoah, de l'aménagement des lieux de mémoire et des projets externes. En ce début d'année scolaire et universitaire, vous sortez deux ouvrages conséquents, que vous avez dirigés sur l'histoire de la Shoah. Le premier, le voici, il sort chez Passé Composé, intitulé Une nouvelle histoire de la Shoah. Vous l'avez co-dirigé avec Alexandre Bande et Pierre-Jérôme Biscarat. Et 23 spécialistes ont œuvré à la rédaction de ce livre qui tente de balayer en 20 chapitres les questions importantes liées à l'histoire de la Shoah. Parallèlement, chez Talandier, vous sortez un beau livre, lui aussi conséquent, intitulé La Shoah au cœur de l'anéantissement. Donc une activité débordante, Olivier Lallieu, deux gros ouvrages que vous avez dirigés. Et je voudrais, si vous le voulez bien, commencer par le second cité, c'est-à-dire La Shoah au cœur de l'anéantissement. Parce que d'abord, c'est un livre très illustré, dans lequel on trouve de très nombreux documents très intéressants. Et certains diront que la littérature historique, notamment sur l'histoire de la Shoah, est aujourd'hui très très abondante. Vous venez ajouter avec ces deux livres, et notamment celui-ci, à cette littérature. Est-ce qu'aujourd'hui, Olivier Lallieu, on découvre encore des archives, des documents inédits là où vous avez fait vos recherches, vous avez cité Washington, vous avez cité la Pologne, j'imagine qu'on pense au musée d'Auschwitz ou encore à Yad Vashem. Est-ce qu'on peut encore trouver, et même ailleurs, des documents inédits? On peut, et ce livre en est directement le reflet. Dans ce livre, le lecteur découvrira plusieurs documents totalement inédits, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, totalement inédits. D'autres ont été récemment découverts, en France ou à l'étranger. En France, je parle des images du reportage réalisé par un photographe de la APK, de la compagnie de propagande de l'armée allemande, qui a couvert la rafle dite du billet vert en mai 1941 à Paris. Je parle aussi des photos retrouvées par l'historienne Valérie Pertuis-Porteret de l'internement au camp de Vénissieux des Juifs lors de la rafle du 26 août 1942. On peut penser aussi aux photographies retrouvées issues de l'album personnel du commandant adjoint du camp de Sobibor, Nieman, qui a été tué lors de l'insurrection du camp, mais qui a laissé derrière lui un recueil de photographies tout à fait exceptionnel, donné en Allemagne à une institution historique et qui a été publié en Allemagne. Donc des documents qui avaient été récemment découverts, publiés dans la presse ou à l'étranger, mais qui pour un public français étaient sans doute très largement inconnus. Et puis l'ambition du livre aussi, c'était pas la course à l'inédit, parce que des inédits, il y en a, et les documents que j'ai cités sont des documents qui, certes, sur le plan historiographique, ne viennent pas bouleverser la connaissance que nous avons. En revanche, dans la perception que nous avons, dans la représentation que nous avons des événements, ce sont des documents essentiels. Qu'il s'agisse de la rafle du billet vert et du rôle très prégnant des autorités allemandes et de Theodor Dannecker en particulier, qu'on voit à plusieurs reprises dans l'image, qu'on voit à l'image, que ce soit de l'album de Nieman qui vient nous donner des vues du camp de Sobibor qui était totalement inconnu. Et on pourrait même l'élargir à la représentation qu'on a des centres de mise à mort. Ces photos-là de l'enceinte, des enceintes de Sobibor, des constructions du camp, sont tout à fait inédites. Mais on connaissait les plans, on connaissait des représentations, mais on n'avait pas d'image à proprement parler de ce camp-là. On en a désormais. Donc, à côté de ces images-là inédites, il y a aussi une façon et une nécessité de redécouvrir des documents ou des images qui, certes, ont été exhumés au fil de ces 80 dernières années, mais que peut-être à force de les voir de manière trop, je dirais, rapide, ou de les voir sans doute présentés de manière trop partielle, ou peut-être parfois, je dirais, indécente,
parce que utilisé seulement comme un outil d'illustration et pas pour faire ressortir ce qu'ils comportent en eux-mêmes, comme information et dans la vision que nous avons des événements qui sont ainsi rapportés. Donc l'ambition du livre, j'ai parlé d'humilité, mais il faut parler d'ambition, c'était de donner leur pleine mesure, autant que les contraintes de l'édition le permettent évidemment, mais de donner leur pleine mesure à l'ensemble de ces documents, photographies et archives au sens large du terme, pour permettre véritablement au lecteur, 80 ans après les faits, et en tenant compte effectivement de toute cette littérature qui a été produite, et je dirais que dans ce livre-là, comme dans celui dirigé chez Passé Composé, on a conscience de s'inscrire dans une histoire qui s'écrit de longue date et d'être un élément, un relais. Mais en tout cas, s'agissant de ce livre chez Talandier, d'essayer effectivement, de manière un peu originale et inédite, de présenter à un large public cette documentation. Et non pas seulement comme un livre d'images où l'image se suffirait à elle-même, mais de l'insérer, ou plutôt de l'accompagner de contributions d'historiens majeurs. Mais parmi les documents que vous avez choisis vous-même pour illustrer et, on a bien compris, construire l'histoire, comment on écrit cette histoire à partir aussi de ces documents, y en a-t-il 2 ou 3 qui vous tiennent particulièrement à cœur? Il y en a bien plus que 2 ou 3 et ce serait ici trop long de revenir sur chacun d'entre eux. En tout cas, parmi les documents totalement inédits que je voudrais ici évoquer avec vous, pour moi, il y a ce télégramme issu des collections du musée d'Auschwitz, qui est un télégramme, la copie d'un télégramme envoyé par l'Arbeitseinsatz, c'est-à-dire le responsable du travail au sein de l'administration SS du camp, du 20 février 1943, adressé à la centrale de l'inspection des camps à Oranienburg, dans lequel eh bien, il détaille, il explicite, chiffres à l'appui, statistiques à l'appui, à partir de différents convois de juifs venus du camp ghetto de Theresienstadt à la fin du mois de janvier, combien ont intégré le système du travail forcé à Auschwitz, environ 20%, et combien d'autres, parmi les hommes, les femmes et les enfants, chaque catégorie étant explicitée, ont été envoyés vers un logement séparé, et à une autre acception, ont bénéficié, je cite, d'un logement spécial. Et donc, on voit ici clairement, à travers un document un document authentique issu de l'administration SS, le camouflage du crime, et pour la première fois, cette vision, y compris comptable, établie par les criminels. Et c'était un élément important, un type de document qu'on voyait parfois cité, notamment dans les travaux de Joseph Wulf et de Joseph Billing, il y a quelques décennies, mais là, le document authentique est montré et réinscrit dans une histoire plus large. Il fait écho d'ailleurs à un autre document, qui est le rapport Salitaire, donc qui relate la déportation en décembre 1941 de Juifs de Düsseldorf vers Riga, et en annexe de son rapport, où il décrit les conditions de cette déportation, c'est-à-dire de ce transfert en dehors du Reich vers les pays baltes, la Lettonie occupée. On est dans le contexte où on veut, à ce moment-là, les nazis veulent rendre le Reich judenfrei, c'est-à-dire vide de juifs. Expulser donc les juifs du territoire du Reich pour les placer en l'espèce ici dans une forteresse aménagée, dans un ghetto qui a été aménagé donc en Lettonie occupée à Riga, où les juifs, au fur et à mesure des mois qui vont passer, vont pour l'essentiel être assassinés, disparaître. Et Salitaire, en annexe de son rapport, où il se plaint de l'absence de chauffage pour les gardiens dans le train, eh bien, note par des bâtonnets chacun des juifs présents, par catégorie d'âge, de genre. Ce document est relativement impressionnant en réalité. Donc il fait écho, si vous voulez, à cela. Et en ouverture, c'est le dernier exemple, il y a 2 ou 3, donc ce sera 3. J'ai en ouverture de l'avant-propos, j'ai tenu à mettre cette photo montrant
avec le regard des bourreaux, l'exécution des Juifs de Liepaya, qui sont une exécution par balle en décembre face à la Baltique. Et il y a une dizaine de photographies qui ont été prises sans doute à l'origine par un photographe SS, ou en tout cas issu des bourreaux allemands, qui a été finalement subtilisé chez un des responsables de l'ASD présent en Lettonie occupée, par un membre de la résistance juive et conservé ainsi jusqu'à la fin de la guerre, et qui a permis à cette petite dizaine de documents d'être connus de nos jours. Bref, on a parlé de la vision bureaucratique des nazis, chiffrée. Eh bien, on connaissait, s'agissant de l'exécution des Juifs des pays baltes, cette carte dessinée par les services du chef d'une des unités des Einsatzgruppen utilisées pour ces exécutions, une carte qui accompagnait son rapport. Tout à fait. Et donc avec des cercueils qui symbolisaient le nombre de victimes. Tout à fait. Et en contre-champ de cette carte, de ces bâtonnets du rapport salitaire, cette photo-là, au premier rang de laquelle figure ce groupe de femmes et d'enfants avec un jeune adolescent qui regarde, je dirais presque fièrement, en le défiant, le photographe, face aux embruns de la Baltique, à quelques dizaines de centimètres de la fosse commune qui a été creusée dans le sable et dans lesquels ils vont rouler quelques instants plus tard, et c'est illustré par d'autres photographies. Eh bien, c'était cette vision-là qu'il me semblait intéressant de mettre en avant. De l'humanité, montrer que ces bâtonnets, c'était des êtres humains, oui. Et c'était des gens, des familles, des femmes, des enfants, des hommes qu'on allait assassiner pour le simple fait qu'ils étaient vus et compris comme étant juifs. Et peut-être pour aller plus... Pardon, Yannis, pour aller encore un peu plus loin que cela, c'était aussi pour montrer que d'une part, il n'y avait pas d'opposition pour moi entre la dimension liée à l'accomplissement du crime, au regard des bourreaux, et puis à la restitution de cette pleine humanité aux victimes. C'était pas faire appel à une émotion malvenue ou calculée, c'était simplement restituer finalement des deux côtés, sous le regard du monde. Et dans ce livre, on s'est aussi attaché, notamment dans les chapitres rédigés par Joël Kotek et Philippe Boukhara, n'est-ce pas, à montrer comment, depuis la naissance du Troisième Reich jusqu'à la fin de la guerre, eh bien, l'accomplissement de la Shoah dans ses différentes dynamiques et ses différentes évolutions s'était fait avec un haut niveau, malgré tout, de connaissance de la part d'un certain nombre de gouvernements et d'autorités militaires, mais aussi d'une partie de la population, certains choisissant d'apporter aide et sauvetage, et pour d'autres se détournant ou facilitant parfois le crime ou l'accomplissant eux-mêmes. Alors, Olivier Lallieu, vous dirigez un autre ouvrage qui vient de sortir également, intitulé La nouvelle histoire de la Shoah, et dont la couverture tout noire ne peut m'empêcher, me fait penser en tout cas à la couverture du Livre Noir, ce fameux livre de Vassili Grossman et Ilya Ehrenburg qui compte le martyre des communautés juives du RSS. Alors j'aurais une question double. Est-ce que c'était pour rappeler d'abord le Livre Noir? Pourquoi une nouvelle histoire de la Shoah? Y a-t-il dans ce livre des éléments nouveaux en termes historiographiques, en termes de recherche, ou en termes aussi de pédagogie? Parce que votre ouvrage est découpé en 4 grandes parties. Une partie générale sur l'histoire de la Shoah, une partie sur la Shoah en France, et une partie aussi sur des questions mémorielles et pédagogiques. Et enfin, une dernière partie que vous avez intitulée, et si vous le permettrez, on y reviendra après, « Questions sensibles », parce que je m'interroge beaucoup sur ce que sont ces questions sensibles. Alors, pourquoi nouvelle histoire de la Shoah? Alors, je crois qu'il faut là aussi aborder les choses avec beaucoup d'humilité. Par nouvelle histoire de la Shoah, je crois qu'il s'agissait avant tout d'entendre proposer à travers cet ouvrage une mise à jour
destiné à un large public, sans doute d'abord à un public enseignant, mais à un large public aussi, et d'une manière complémentaire finalement à l'ouvrage proposé chez Talandier. Et ici, donc de proposer finalement une vision actualisée, un état des connaissances, à travers donc cette vingtaine de synthèses que vous avez évoquées. Et c'était aussi permettre aux lecteurs eh bien, de prendre la mesure du cheminement aussi qui a été celui de l'écriture de l'histoire de la Shoah, depuis des travaux pionniers, on pense évidemment à Léon Poliakov, jusqu'à des recherches récentes dont nous rendons compte à travers, y compris, les contributions de quelques-uns de ces historiens et historiennes. Alors, on peut faire des liens entre les deux livres, Olivier Lalieu. Je pense notamment, alors pour ce qui concerne la nouvelle histoire de la Shoah, à toute la partie concernant la France pendant la Shoah, et un document exceptionnel qu'il y a dans votre autre ouvrage, La Shoah au cœur de l'anéantissement, ce statut des Juifs annoté de la main même du maréchal Pétain, un statut des Juifs du 3 octobre 1940, qui joue un rôle essentiel dans l'exclusion des Français juifs, et je dis bien des Français juifs et pas des Juifs de France, je crois que c'est important de le souligner. Et bien sûr, les contributions, et notamment de Laurent Joly, dans la nouvelle histoire de la Shoah. Ce chapitre, renvoie nécessairement aujourd'hui à une polémique qui court depuis qu'un journaliste veut se présenter ou prétend se présenter aux élections présidentielles, et pose la question de la responsabilité de Vichy dans ce que les nazis ont appelé la solution finale, ou plus précisément, avance que Vichy aurait protéger les Juifs français en sacrifiant les Juifs étrangers. Est-ce que vos livres permettent d'apporter des éclairages? Alors, en réalité, les historiens ont travaillé là-dessus. Les historiens les plus sérieux ont apporté des réponses. Mais vous savez très bien, comme moi, que la polémique oublie rapidement les travaux des intellectuels les plus sérieux. Est-ce que vos livres, qui sont aussi des livres quelque part de vulgarisation, permettent au grand public d'avoir des réponses à cette question? D'une manière différente, oui. Vous l'avez dit, dans La Shoah au cœur de l'anéantissement aux éditions Talandier, parmi les 200 documents, les plus de 200 documents présentés, nous avons tenu à présenter ce document de travail annoté par Pétain qui vient aggraver considérablement en termes de catégories visées, notamment les groupes retranchés parmi la population juive de l'activité économique, politique et autres en France. Ce document-là, vous le savez, a été mis à jour il y a seulement quelques années et il était important de le reproposer au public, en intégralité, complété d'ailleurs par des documents qui remettent en lumière aussi, dans leur brutalité, dans leur violence, quelques-unes des prises de position aussi d'un certain nombre de partisans de la collaboration qui appelaient à la mort des Juifs sans aucun filtre. Montrer également cette image de la rafle du billet vert avec Dannecker aux côtés des fonctionnaires de la préfecture de police de Paris qui procèdent donc à cette première rafle massive d'hommes juifs au printemps 1941. En le réinscrivant dans une histoire globale de la Shoah, puisque cette mise au banc de la société, elle va se poursuivre et s'aggraver en France, et elle va se poursuivre et se mettre en place, se poursuivre et se renforcer partout ailleurs en Europe, avec des modalités différentes, mais finalement avec un seul et même objectif, se débarrasser des Juifs, et, y compris en France, contribuer à leur déportation et, de fait, à leur extermination. Dans la nouvelle histoire de la Shoah, et vous l'avez dit, à travers la contribution de Laurent Joly, il s'est agi de faire un point scientifique sur ce qu'a été la politique à la fois antisémite et de persécution établie à la fois par les autorités d'occupation, les autorités allemandes, et ce qui était du ressort d'une dynamique propre par le régime de Vichy, en mettant en place, dans un temps long, Laurent Joly aborde du début de l'occupation jusqu'à la libération du territoire avec un bilan
l'ensemble de la période, analyse le contexte propre de 1942 et la manière dont, au cap des années 1943 et 1944, en fonction de l'évolution du cours de la guerre, de dynamique propre aussi au sein du régime de Vichy et des pressions allemandes, la manière dont cette politique anti-juive va se mettre en place. Je le dirais avec, il le fait avec rigueur, il le fait avec prudence, c'est-à-dire en collant au plus près des différents documents historiques. C'est une synthèse de vingtaine de pages qui renvoie par ailleurs évidemment aux analyses plus abouties, forcément plus abouties qu'il a réalisées dans ses autres publications, dans ses autres travaux, mais il fait ici une synthèse tout à fait éclairante sur cet aspect d'une question qui n'est pas une question liée à l'actualité, mais qui est un fait historique et qui cadre mal avec les enjeux d'une campagne électorale ou d'un débat à la télévision ou d'un clash sur les réseaux sociaux. Et puis, par ailleurs, il s'inscrit dans un cadre où la République française, depuis 1995, a reconnu la responsabilité de la France dans la persécution des Juifs de France. La contribution de Laurent Joly vient ici en dresser un nouvel état et proposer au public une synthèse éclairante. Oui, ça me semble important de le rappeler. Merci beaucoup Olivier Lallieu. Je rappelle le titre des deux livres. Le premier, Une nouvelle histoire de la Shoah, que vous avez co-dirigé avec Alexandre Bande et Pierre-Jérôme Biscara. Et puis le second, La Shoah au cœur de l'anéantissement, chez Talandier. Merci beaucoup Olivier Lallieu. Merci.